Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur ce nouveau live de la causerie. Cette fois-ci, j'espère que vous nous entendez bien. On a l'ordi juste devant, donc normalement, pas de souci de micro, pas de souci de caméra. On filme en format paysage, ce sera bien mieux. À droite, si tout se passe bien, on vous affiche une petite image de notre sujet du soir, donc les supporters vs les dirigeants. On parlera de Marseille, on parlera de Nantes, on parlera mais aussi de Saint-Étienne. Donc ce soir, je suis accompagné d'Enzo. Salut Enzo. Bonsoir Oscar et bonsoir à tous. Donc Enzo qui est avec moi en première année de journalisme à Vichy. On va être accompagné de plusieurs supporters aussi. Deux, donc tout d'abord Pablo. Salut Pablo. Salut à tous, salut à tous. On va être également accompagné de Théo. Salut Théo. Salut à tous. Donc voilà les gars qui vont venir aussi parler de leur vision de ces tensions qu'on voit ces derniers temps entre les supporters et entre les dirigeants du football. On va donc parler d'abord de Marseille. On enchaînera, je l'ai dit, avec Saint-Étienne. On aura un supporter de Saint-Étienne qu'on connaît qui va venir nous parler de sa vision sur ces tensions. Puis on finira sur le cas de Nantes avec les tensions avec Valdemar Kita. Donc pour commencer, bon déjà merci beaucoup. Je vois que vous êtes déjà neuf, c'est très gentil à vous de venir. On va donc faire un point général. En ce moment, beaucoup de tensions, on le sait, entre les supporters et les dirigeants. On l'a à l'image, les dernières tensions qu'il y avait eu à la commanderie, avec notamment beaucoup de supporters qui étaient rentrés un peu tout cassés à la commanderie, les déclarations derrière de Héros sur ce qui s'était passé. Enzo, peut-être un premier mot sur ces tensions, ce que tu penses de cette vision entre guillemets du football, peut-être le football français qui est en train de changer en ce moment. Bah ouais, c'est ça, c'est surtout des questions aussi. On sait que c'est particulier d'abord avec. On sait que la plupart économiquement, toutes les affaires Oui. Canal+, Télé, c'est un qui veulent toujours, qui veulent venir au stade, éviter la politique. Parfois, ça passe par des cohérences sportives. Normalement, ouais. Hop, on va voir, normalement, on t'entend. Vas-y, normalement ça devrait être bon. Ok, bah j'étais en train de dire que du coup les supporters voulaient venir au stade. Ça va bien, normalement. Bon, toujours un problème de son, quoi. On s'en fout, une équipe qui gagne. Ah, parfait. Voilà, c'est bon. Donc entre des supporters qui veulent venir au stade, qui peuvent pas à cause du Covid, des dirigeants qui veulent éviter la faillite. Parfois, ça passe par des politiques sportives un peu incohérentes. On va le voir du coup pendant tout le live entre Marseille, Saint-Étienne, Nantes, Bordeaux, des projets de jeu, des projets sportifs pas cohérents. Pour faire un petit point, vous donner la parole à Pablo par exemple. Pour rappeler un peu peut-être l'origine de ces dernières tensions, donc vous connaissez bien sûr ceux qui sont là, le cas Mediapro, tout ce qui s'est passé sur le fait que Mediapro ne paye pas les droits. Il y a une vidéo très bonne de Romain Molina qu'on vous invite à aller voir qui expliquait toutes ces tensions qu'il y a autour des clubs et comment fonctionne le foot français. Peut-être dans certains autres pays aussi, mais le foot français est spécialiste de ça, c'est que beaucoup de dirigeants vont se baser, je vais l'expliquer, essayer de l'expliquer simplement, vont se baser sur la recette des droits TV avant leur mercato d'été. Par exemple, quand ils ont appris qu'ils allaient recevoir en tout, tous les clubs Ligue 1, Ligue 2, plus d'1 milliard de droits TV, ils se sont dit pendant le mercato d'été, on va pouvoir dépenser. Par exemple, un club qui va recevoir 100 millions grâce à ses droits TV va se dire, je vais pouvoir dépenser 100 millions, puisqu'au bout, au fil de l'année, avec les droits TV, cela va être remboursé. C'est comme ça que les clubs français fonctionnent. Ils fonctionnent un petit peu à perte. Malheureusement,
Vous le savez, ça n'a pas été payé, donc les clubs français se retrouvent endettés. C'est peut-être ça qui est à l'origine des tensions entre les clubs et entre les supporters, c'est que maintenant beaucoup de clubs, on parle, je crois, Romain Molina parlait de 10 clubs endettés complètement en Ligue 1, parce que maintenant ils ont payé leurs transferts, ils ont payé des millions en transferts, mais l'argent ne rentre pas parce que les droits TV ne rentrent pas. Alors c'est peut-être ça qui est à l'origine de ces tensions. Peut-être Pablo, tu veux nous dire un mot peut-être sur ces tensions, mais aussi qu'est-ce qui a créé ce conflit à Marseille entre les supporters et les dirigeants? Alors, je pense d'un point de vue plus global, si on veut étendre ça au niveau du foot français, oui, on peut dire que ça vient peut-être de ces politiques sportives qui sont un peu décalées, on va dire. Mais pour revenir plus précisément sur le cas marseillais, les tensions, elles datent d'il y a bien plus longtemps. Elles datent en réalité presque déjà du rachat de McCourt, parce que McCourt arrive officiellement en octobre 2016. Rudy Garcia est engagé, le mercato hivernal se passe, etc. La première saison est plutôt correcte et même globalement bonne, mais dès que Rudy Garcia, euh, sportivement, ça va moins bien, on sent déjà des crispations au sein du club. On a un président qui cherche à tout contrôler, y compris et particulièrement avec les supporters. Il y a par exemple le fait de ne plus vouloir payer de place en virage pour chaque match. Il fallait être abonné continuellement. Sur ce point, moi, je trouve que c'était une bonne chose, mais c'est vrai que ça a pu engendrer des tensions avec certains. Il y a eu beaucoup de réunions qui ont été faites avec les différents groupes de supporters dès le rachat. Et petit à petit, on a senti une crispation de plus en plus forte et une tension de plus en plus forte qui a été fait d'une part avec des mercatos et donc un enjeu sportif qui a été mauvais, qui a été mal géré par la direction, par Rudy Garcia et par Andoni Zubizarreta. Et de l'autre côté, on a eu une arrogance particulière de Jacques-Henri Hérault envers les supporters. On avait eu le coup de la tisane qui sous-entendait poliment et très classement que les supporters de l'OM étaient tous des drogués qui fumaient de la bœuf. On a eu donc cet épisode, on a eu plusieurs autres épisodes, je vais pas tout raconter non plus, mais bon, on a senti une arrogance quand même qui est un mépris fort, un mépris de classe d'abord, mais un mépris également envers tous les supporters qui sont pourtant l'âme du club, et ça a posé problème rapidement. C'est un souci de communication. Arnaud nous le dit dans le chat. Il dit le problème avec l'OM, c'est surtout la communication quand il y en a avec ses supporters qui n'est pas bonne. T'es d'accord, t'es d'accord sur ça, Pablo? C'est la communication le centre du problème? Je pense que une grande part du problème. Il y avait eu le grand épisode du grand attaquant, donc déjà évidemment ça a posé problème quand Kostas Mitroglou est arrivé, bien que sur le coup c'était pas un si mauvais choix. On s'est rendu compte plus tard que c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais donc il y avait le grand attaquant évidemment, la tisane, donc oui il y a eu des trucs de communication, même la Champions League. Rien que le nom du projet, le Champions Project, on le voit à l'image avec toutes ces banderoles qui ont été faites par le Commando Ultra, donc ça c'est face à Lyon en 2019. Donc on voit déjà que c'est un peu plus ancien que la crise du Covid. Et face à Lyon, bah, on a donc le Commando Ultra qui avait fait plein de jeux de mots autour du project avec le Arrogant Project, le Escroc Project, tout ce genre de choses pour finir avec un immense héros d'émission ou héros dehors, je ne me rappelle plus très bien. Mais donc on sent que les tensions étaient vives depuis plus longtemps. L'axe de la communication est clairement un catalyseur, mais il ne faut pas oublier non plus l'enjeu sportif qui reste l'un des points les plus importants à Marseille. Bah ouais, c'est surtout ça, c'est que la communication est un grand problème à Marseille, notamment depuis que Jacques-Henri Hérault est là. Mais il faut pas oublier que le problème principal, c'est le sportif. Depuis que Jacques-Henri Hérault est là, bon, on peut évidemment mettre à crédit la Ligue Europa, la finale de Ligue Europa 2018 sous Rudy Garcia. Mais sinon, c'est quasiment que des échecs. Tu as parlé donc du fameux Champions Project. On n'a jamais été aussi loin du titre de champion que cette année avec la récente mise à pied d'André Villas-Boas, hein. Si Théo, tu veux Bah, réagir par clairement, exemple sur cette situation ou Pablo, hein, comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est
voir plutôt un problème de spectacle et ce qui rend les supporters furieux contre la direction, c'est qu'aujourd'hui, surtout avec le Covid et les stades qui sont moins pleins, aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, ça va être le jeu. Et quand on voit ce que propose Villas-Boas ce que, avec ce qu'il peut proposer avec l'effectif qu'il a, je comprends un peu les supporters qui se sentent déçus et frustrés. Et après, quand on parle de jeu, on parle pas forcément de victoire. On peut prendre l'exemple de Bielsa. Ça gagnait pas tout le temps, ça a pas gagné, mais pourtant, c'est sûrement l'entraîneur emblématique de Marseille en cette décennie dernière. Ouais, bah, il y a ces tensions où tu parlais aussi du jeu. Je vais juste vous demander votre avis, chacun votre tour. Là, on affiche actuellement une banderole où c'est mis GHE Marseille te vomit, donc par rapport au président de Marseille. Vous, dans l'action même de ce qui s'est passé à la commanderie, c'était la semaine dernière, il me semble. Quel est votre avis sur ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Peut-être on comparera avec Saint-Étienne qui a eu un agissement bien différent en venant sur le terrain même. Qu'est-ce que t'en penses toi, Enzo, des agissements des supporters? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'ils ont pris la bonne voie? Enfin, bien que ce soit condamnable, bien sûr, les violences qui ont été faites. C'est surtout ça, c'est que c'est condamnable et il faut condamner, mais à certains degrés. Là, on a vu qu'il y a une dizaine de personnes qui sont toujours en garde à vue alors que les faits se sont déroulés samedi dernier. C'est condamnable, oui, mais faut comprendre également, avant de condamner, pourquoi ils ont fait ça. Donc, on a expliqué l'absence de spectacle, le manque de communication, le, la communication, quand il y en avait, n'était vraiment pas bonne, était parfois un manque de considération énorme envers les supporters. Les supporters qui ont toujours été derrière leur club, euh, ça a parfois sifflé. Bon, cette année, il y a pas de supporters au stade, mais quand le Vélodrome était plein, ça a souvent sifflé, mais ça a jamais été dans le but d'être contre son équipe. C'était soit parfois pour demander la démission d'un coach, d'un dirigeant, mais c'était pour que l'Olympique de Marseille aille mieux. Là, ça demandait la démission de Jacques-Henri Hérault et de Villas-Boas pour que l'OM aille mieux. Ils ont grondé de nombreuses fois, notamment depuis cette année. Encore samedi, début d'après-midi, ils grondent plutôt pacifiquement, avec donc on le voit toutes les affiches, les quelques fumigènes dans Marseille. Ça a défilé du coup pendant je pourrais pas dire les heures car je n'étais pas à Marseille, mais ça s'est déroulé un long moment pacifiquement. Et ensuite, il y a l'acte condamnable où c'est allé à la commanderie avec certains agissements inappropriés parce que malheureusement c'est que du foot. On sait qu'à Marseille c'est plus que du foot. Actuellement, les supporters ne peuvent pas aller au stade, donc ils ont vraiment une énorme frustration. Elle s'est montrée quelque peu dans l'excès samedi, mais quand on parle de Marseille et de sa passion, ici on a vu le revers de la médaille de la passion. Enzo nous parle donc de ces supporters qui se plaignent, qui agissent par la violence. Il y a dans le chat, il y en a plusieurs, Arnaud et Gaël, qui disent que ce ne sont pas des supporters. On parle de pseudo-supporters ou de gens qui ne connaissent pas le foot. Jacques-Henri Hérault les avait comparés, il me semble, avec des voyous en disant que c'était pas des supporters de Marseille, c'était simplement des voyous. La déclaration avait fait le tour, parce que bien sûr, ce n'est pas forcément la meilleure communication à faire sur cet événement. Qu'est-ce que tu penses, toi, Pablo, de cet événement, de ce qui s'est passé, mais aussi de la communication qu'a faite derrière de Hérault? Alors pour revenir sur l'événement en tant que tel, je pense que de toute manifestation et de tout mouvement de foule qui soit social, enfin il est tout le temps social, mais qui soit avec des revendications politiques, ou là ça peut être avec des revendications sportives et politiques également d'ailleurs. Chaque mouvement qui passe par la violence induit nécessairement une défaite tant sur le plan physique, parce qu'on est souvent réprimé, tant sur le plan moral et stratégique. C'est-à-dire que la violence, globalement, fait tourner l'opinion publique contre soi, ce genre de choses. Donc, quoi qu'il en soit, la violence est toujours une défaite. Mais là où je suis pas d'accord avec ce qui a été dit beaucoup de fois sur les réseaux sociaux depuis l'événement, c'est de dire que c'est la première fois, c'est arrivé du jour au lendemain, que on pouvait rien prévoir, que
pourquoi est-ce qu'ils sont passés par là? Il y avait d'autres moyens d'action. En fait, tous les moyens d'action ont déjà été utilisés à de nombreuses reprises. On voyait tout à l'heure les banderoles pour OM Lyon, c'était en mai 2019, donc il y a déjà eu le temps un petit peu de voir venir la chose. Il y a eu face à Nantes, il me semble que c'était il y a 3 semaines, déjà il y avait eu des manifestations aux alentours du stade. Il y avait eu, enfin les chants héros d'émission, ils sont là depuis 2-3 ans. Donc bon, c'est être de mauvaise foi clair que de dire qu'il y a d'autres moyens d'action parce que tout a été déjà fait en fait. Pacifiquement, tout a été déjà fait. Il y a eu des réunions qui ont déjà été faites avec plusieurs groupes de supporters. Mais pour revenir sur la communication qu'il y a eu autour, je pense que là où il y a un gros problème, c'est que Jacques-Henri Hérault ne connaît pas, ne comprend pas sûrement, et le foot, et la ville de Marseille, et les Marseillais, ce qui est problématique quand on est le président du club de l'Olympique de Marseille quand même, mais bon, il aurait peut-être fallu se documenter plus tôt. Mais là où je trouve que c'est particulièrement palpable, c'est on a l'impression vraiment qu'il joue au pyromane. Il tente d'allumer des brèches, il tente de balancer des allumettes sur un feu qui est déjà palpable. Moi, j'ai peur honnêtement que ça se finisse mal, même pour lui, quoi. Il cherche, il taquine beaucoup les supporters. Il parle de forces obscures dans son communiqué. Les forces obscures, bon, on a tous un peu une idée qui renvoie chacun la sienne. Pour moi, les forces obscures, c'est des milices fascistes. Donc pour moi, c'est aussi de dire ça des groupes qui sont les plus antiracistes en France, ça me paraît être assez gros. Théo, t'es plutôt d'accord avec ce que vient de dire Enzo puis ce que vient de dire Pablo? Ouais, moi je trouve il y a aucun mauvais ou bon supporter et que l'acte est totalement compréhensible. Après, oui, ils sont allés trop loin, mais il faut pas oublier ce que a dit Pablo, que c'était surtout le dernier moyen d'agir. Et c'était le seul moyen aussi de se faire vraiment entendre auprès de la direction. Est-ce que ça a marché? Oui et non, parce qu'ils ont fini en prison, mais ils ont aussi quand même eu, on va dire, la tête de Villas-Boas qui voulait partir quand même depuis plusieurs semaines. Et voilà. Ouais, bah, le chat semble assez d'accord avec tout ce que vous dites. Il y a Jess dans le chat qui nous dit malheureusement c'est un peu partout en Ligue 1 que les présidents de club n'y connaissent rien au foot, rien à l'histoire du club. C'est un peu le thème de tout ce live sur les tensions qui existent, certes, mais c'est un peu le problème, on le verra notamment avec Valdemar Kita également, on n'y connaît rien au foot, c'est avant tout un business, on le disait en intro, ils viennent pour faire des revenus, c'est logique comme toute entreprise. Ils viennent pas pour faire plaisir aux beaux jeux, notamment avec les entraîneurs qu'on va nommer. On le voit avec Domenech, on le voit avec Villas-Boas. Enzo, je pense que tu voulais intervenir. En tout cas, le chat, n'hésitez pas à continuer à interagir. C'est très intéressant qu'on puisse interagir avec vous et nous dire aussi s'il y a quelques problèmes de son. Là, pareil, il y a un forum classé qui parlait du terrorisme. Et c'est vrai que Pablo comparait ce terme de terrorisme avec les forces obscures. Dans le communiqué de l'OM, on comparait également les agissements de samedi à la commanderie avec ceux quelques semaines plus tôt au Capitole. Donc ça montre en même temps l'ampleur selon les dirigeants et la déconnexion qu'ils ont également, parce que comparer quelques arbres brûlés, quelques voitures brûlées à la commanderie, empêchant OM Rennes et les agissements qu'il y a eu au Capitole, empêchant la prise de sanction La même de chose. Joe Biden, il y a quand même un sacré gap, et je pense que faut peser ses mots dans des périodes aussi délicates, et l'OM n'a pas su faire preuve de cela. On voit également Jacques-Henri Hérault qui est invité dans de nombreux médias depuis samedi. On a vu notamment sur Téléfoot dimanche soir. On l'a vu également posé devant une des rares vitres cassées de la commanderie, tel un... Une victime, il faisait passer par une victime. Oui, c'est ça, c'est une victime devant... Et en plus, c'est une bonne communication pour une fois, parce qu'il montre que derrière, il y a eu des déflagrations, il se pose en victime, et vu que c'est le seul à avoir la parole dans les médias, on est obligé de le croire, parce que comment on peut ne pas le croire alors qu'aucun supporter n'est invité pour apporter une contradiction? Je ne sais pas si tu seras d'accord sur cette analyse que je vais faire. Est-ce que c'est pas un problème? On parlait, il y a des soucis depuis l'arrivée de Jacques-Henri Hérault notamment. C'est un problème de fond sur est-ce qu'on s'est pas vu trop beau à Marseille?
tout à l'heure, il me semble que c'est Pablo qui disait, on nomme direct le projet, c'est Champions Project, alors que bah, à l'époque, peut-être un petit peu mieux maintenant, mais à l'époque, il n'y avait clairement pas une équipe pour finir champion. Encore moins, enfin, toujours pas maintenant, mais ça porte déjà un peu ses fruits. Est-ce qu'on se voit pas trop beau? Donc, on va nommer ce projet Champions Project. On va se croire un peu dans les dirigeants les plus importants de Ligue 1. C'est le cas parce que Marseille a une histoire, mais Jacques Henriero n'a pas forcément la grande influence qu'il pense avoir. Est-ce que du coup, la comparaison, alors je ne pense pas qu'ils comparent leur institution à l'institution du Capitole, mais est-ce qu'ils se voient pas trop beau en se disant, bah, nous aussi, on a le droit de se plaindre autant que le Capitole parce que on pourrait au fond représenter quelque chose comme le Capitole, ou un peu le Capitole en France. Est-ce que c'est pas un souci comme ça de se voir trop beau constamment depuis l'arrivée de Jacques Henriero? Bah ouais, je trouve que c'est surtout une grande déconnexion du monde du football. Pablo il parlait également d'une déconnexion vis-à-vis de la ville de Marseille, qui est une ville très particulière. L'Olympique de Marseille est un club très particulier, avec une culture et une histoire euh, tellement particulière comparée aux 19 autres clubs de Ligue 1 et on peut élargir cela avec tous les clubs de Ligue 2 ou national, mais Pablo peut nous en dire plus, notamment sur cette culture propre à Marseille. Pablo, Bah, si il y a tu veux quelque chose rebondir, ouais. de, ouais, il y a quelque chose de particulièrement flagrant à Marseille qui est peut-être moins le cas dans d'autres villes. C'est que on est la deuxième ville de France et pourtant on a des quartiers qui sont les plus pauvres de France. Et parmi ces quartiers, la seule passion et le seul exutoire, en fait, la seule déconnexion par rapport à une vie qui peut être plus complexe, c'est le foot, c'est l'OM. Et donc, par l'Olympique de Marseille, les gens vont tenter de se trouver un moyen, oui, d'échapper à un quotidien qui est plus compliqué. Et donc, nécessairement, ça devient l'activité la plus importante de toute la ville. Et pendant un jour de match, c'est clairement pas la même chose que les jours où il n'y a pas match. Un jour de défaite, c'est pas la même chose que les jours où il y a victoire. Et donc, c'est une culture qui est particulièrement importante là-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des implications politiques dans le rachat. Il y a eu également, dans les rumeurs de vente dernièrement, il y a eu des implications politiques. Il y a eu des réactions politiques à ce qui s'est passé à la commanderie et aux communications avec Jacques-Henri Hérault. Donc oui, il y a clairement eu un problème de compréhension de ce qu'est la ville de Marseille et ça se voit encore plus. Enfin, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même Jacques-Henri Hérault qui dit dans une réunion Zoom avec on ne sait pas bien qui, qu'il ne faut pas qu'il y ait de Marseillais qui travaillent au club. C'est la chose, déjà d'un point de vue managérial, bon, même si je suis pas un manager, mais bon, ça me paraît être une mauvaise stratégie, puisque j'aimerais que mes employés soient impliqués dans l'avenir de l'entreprise et dans la vie de l'entreprise. Mais en plus de ça, ce n'est pas une entreprise, c'est un club de foot, et c'est le club de foot de l'Olympique de Marseille. Donc c'est encore plus particulier. Donc nécessairement, tu dois avoir des gens qui sont impliqués tant émotionnellement que par la passion. Donc ça, c'est une déconnexion flagrante. Oui. Théo, je ne sais pas si Pour moi, tu veux rajouter quelque chose, ouais. pour moi, ils n'ont pas du tout compris la ferveur qu'il y a autour de l'OM. Enfin, quand on se vante même d'avoir l'une des plus grandes fanbases, si je peux dire, de la France et même dans le monde, on peut pas respecter ses supporters comme ils l'ont fait. À un moment, il faut quand même le respecter. Il y a dans le chat, on parle de la réaction de Payan à propos du Vélodrome. Est-ce qu'on demande, peut-être, Pablo, tu pourras réagir, est-ce qu'elle s'inscrit un peu dans la fracture qui se dessine peu à peu autour de Hérault? Est-ce qu'il n'y a pas la ville de Marseille elle-même qui est en train de lâcher elle aussi le président marseillais? Alors déjà le rachat, donc ça s'est fait sous l'ancienne mairie, donc c'était la mairie de Gaudin à l'époque. Là, depuis la prise de fonction de Benoît Payan, on ne sait pas réellement s'il y a une fracture. Moi, je pense que pour l'instant, le maire n'est pas impliqué d'une quelconque manière avec soit de nouveaux investisseurs, soit avec Jacques-Henri Hérault. Je pense surtout que la ville est dans un tel état financier qu'elle est obligée de laisser le Vélodrome parce que la ville est dans dans une situation financière catastrophique. On va finir sur Marseille. Enzo, peut-être tu pourrais nous parler du coach qui est pressenti peut-être à arriver à Marseille. On sait que tu es un grand fan. On finira peut-être sur ça, sur Marseille, sur le coach qui est pressenti, peut-être un peu plus football cette fois-ci. Ouais, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Donc depuis la mise à pied d'André Villas-Boas il y a 2 jours,
on a un peu pas mal de noms qui se mêlent. On a eu Habib Bey dont j'ai aucune envie de voir sur le banc de l'Olympique de Marseille. On a eu du plus beau. Après, on a eu Maurizio Sarri notamment. Il aurait refusé selon certaines rumeurs. Et la plus persistante et la plus raisonnable serait sur Jorge Sampaoli, donc ancien entraîneur de l'Argentine, de Séville. On connaît grand disciple de Bielsa, actuellement à l'Atlético Mineiro, où il est troisième du championnat brésilien. Ça pourrait faire de l'excellent travail à Marseille. Dans le live d'il y a 2 semaines, je proposais Gabriel Heinze qui vient de signer à Atlanta, notamment par rapport à cette grinta qu'on n'a plus depuis le départ de Marcelo Bielsa. Jorge Sampaoli, la grinta c'est x10, x100. Ça se rapproche un peu de Bielsa, c'est son disciple qui tend à s'en rapprocher le plus. Est-ce que ça se fera? J'espère, parce qu'il faut que les locomotives de Ligue 1 aient de grands noms à leur tête et puissent démarrer sur des projets viables. Après, moi je suis pour Lyon, Sampaoli, Ça fait peur. ouais, je le préférerais chez moi, quoi. Ils peuvent prendre Sarri. Sarri, c'est très bien, moi je leur laisse, hein. Mais Pablo, peut-être pour finir sur ça, toi qui es supporter marseillais, qu'est-ce que ça t'inspire l'arrivée probable, enfin probable. On parle de rumeurs hein, de Sampaoli à Marseille. Oui, c'est une rumeur de Ast, si je dis pas de bêtises. Sampaoli, ça fait plusieurs fois qu'il est souvent évoqué depuis le départ de Bielsa. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis un grand admirateur de son travail, d'abord avec le Chili, puis à Séville. Après, bon, il y a clairement eu un passage à vide avec la sélection argentine. Mais arrive-t-il dans les meilleures conditions? Je ne le pense pas. Il quitte Séville dans la précipitation parce que c'est son rêve, c'est d'entraîner l'Argentine. Et il arrive dans un groupe qui n'est même pas formé, avec des lacunes flagrantes, mais qui a sa part de responsabilité également. Mais, euh, mais donc moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est un entraîneur qui correspond parfaitement à l'identité du club. C'est un jeu très haut. Il y a un pressing qui est hyper important. Je vous invite à revoir ses débuts à Séville. C'est très très beau. Hein. Rien que de m'imaginer Payet dans le rôle de Nasri. Bon voilà, j'ai des frissons rien que d'en parler. Donc oui, bah, Payet déjà sous André Villas-Boas c'était le meilleur joueur de Ligue 1. Bon bah sous Sampaoli, on va élargir ça encore un peu plus. Mais je pense que c'est encore que des rumeurs. Pour l'instant, je vais pas aller trop loin non plus parce que bah il y a toujours ce truc de ah bah l'OM chaque rumeur est amplifiée fois 12 000. Moi, Sarri, je pensais que c'était le meilleur choix, mais je pense qu'il ne reviendra pas d'abord parce qu'il a refusé, mais aussi d'une question de salaire. Je ne pense pas qu'on puisse l'offrir. Et pour revenir à Sampaoli, c'est quand même quelque chose, moi, qui peut me poser problème, c'est que tant que Jacques-Henri Hérault reste président, ce qui a l'air d'être le cas, comment va-t-il faire pour ne pas déclencher une guerre civile avec Jorge Sampaoli dès la première minute de conférence de presse de l'entraîneur argentin? Ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que c'est un caractère bouillonnant, hein, Sampaoli. Il ne respecte pas grand monde, il va respecter ses joueurs complètement, il va respecter les supporters. Mais voilà, par contre, c'est pas un entraîneur à qui on dit quoi faire. Et donc, sur ce point, ça va être intéressant de voir. Je pense que s'il vient, on va rigoler pas mal. Ouais. Il y a un commentaire Après, si qui je nous peux me demande permettre, si son aventure au Brésil est réussie ou pas. On y répondra après. Enzo peut-être nous parlera un peu de l'aventure brésilienne très rapidement sur ce qu'il sait. Théo, je vais te laisser rebondir sur ce qui vient d'être dit ouais, par rapport à Sampaoli. si je peux me permettre, moi je pense que c'est plutôt long. Il faut plutôt un coach qui va aller dans les idées de Longoria. Et comme on a vu à Valence, si je ne me trompe pas, ce qui est sorti sur Twitter, etc., c'est qu'il s'entend très mal avec les coachs qui vont à l'encontre de ses choix. On l'a vu aussi avec André Villas-Boas, c'est le parfait exemple. Quand il prend Encham, alors que Villas-Boas avait refusé son profil, et c'est peut-être annonciateur d'un problème. Et est-ce que lui va vouloir mettre un de ses entraîneurs, un de ses amis au banc de l'OM, ou c'est Jacques-Henri Hérault qui va choisir? Et à voir, l'avenir nous le dira.
Pour conclure sur Marseille, on va répondre du coup à cette question. Est-ce que son aventure au Brésil, elle est réussie pour toi, Enzo? Sur le peu que tu as regardé, le peu que tu connais, pour toi, est-ce que c'est réussi? Ouais. Pas mal donné mon avis sur Heinze parce que j'avais pas mal de bagages sur son Vélez notamment. Sampaoli, du coup, c'est deux clubs au Brésil. C'est d'abord une saison à Santos l'an passé et là cette saison à Atlético Mineiro. Donc il s'est déjà très très bien repris de son passage complètement manqué avec la sélection argentine. Après, franchement, je peux pas vous dire si c'est réussi. En termes de résultats, ça l'est plutôt. En termes de jeu, ce que j'avais vu, c'était du Sampaoli, c'était du pressing haut, c'était du jeu enthousiasmant avec des buts à l'appel, des joueurs techniques. Il a révélé Jean Lucas avec Santos en dernier. Jean Lucas qui est maintenant à Lyon et prêté actuellement à Brest. Cette année, avec l'Atlético Mineiro, j'étais content parce que j'ai pu revoir Eduardo Vargas, le, le, le buteur racé de la sélection chilienne, ce qui marque, qui a toujours ses beaux tatouages. C'est complètement la régalade. Je pense qu'on a fini sur Marseille. Merci les gars d'avoir participé sur ce sujet. Merci à vous aussi au chat là, d'autant participer sur ce sujet, de réagir. On n'hésite pas à continuer à communiquer. On va tout de suite continuer. Normalement, l'image va s'afficher d'ici quelques secondes sur votre écran. Là, voilà la deuxième image. Donc notre deuxième sujet, c'est sur la SSE. L'image qu'on a choisie pour illustrer, c'est la banderole qui a été posée. Il me semble, je sais pas si c'est devant le stade, si c'est devant Geoffroy Guichard, il me semble. Où donc on voit marqué Cayazo, la seule chose que tu as fait grandir en 15 ans, c'est ton pénis. Petite référence, on va donner une petite explication. Encore une fois, une explication de Romain Molina qui explique beaucoup comment fonctionne le monde du foot, les présidents entre eux, comment ils s'invitent souvent. Enfin, on fait ce qu'il appelle le monde d'un peu des amis, on fait rentrer les amis dans les clubs. Ici, on fait référence au fait que Valdemar Kita, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le président nantais, qui à côté a une entreprise d'agrandissement de pénis, et Cayazo serait très ami avec Valdemar Kita, et donc depuis qu'il est à Saint-Etienne, apparemment, selon les supporters, ce qu'il aurait fait, c'est la seule chose, c'est de voir Valdemar Kita et profiter de son entreprise. Pour parler de ça, ce soir, on a un supporter de Saint-Etienne, donc Maxime. Salut Maxime. Donc Maxime qui est en deuxième année de journalisme à Vichy, donc juste au-dessus de nous. Est-ce que tu as un mot à nous dire sur cette situation à Saint-Etienne, ce que tu en penses, peut-être un mot aussi sur la banderole qui a été affichée devant Geoffroy Guichard? Écoute, déjà pour la banderole, ça m'a fait, ça m'a fait grandement sourire. Euh, Ça fait plusieurs temps, surtout devant Geoffroy Guichard et dans la ville en particulier, qu'on voit ce genre de banderole à l'encontre des dirigeants. Côté supporter, je pense, ben, comme on a pu le voir avec Marseille, on le verra avec Nantes ou avec Bordeaux, il y a un ras-le-bol général de la part des supporters, que ce soit sur de nombreux points, hein. Il y a par exemple la gestion catastrophique des comptes. Où tu vois que le club il perd 15 millions par an et que les présidents ils n'ont pas l'air de vraiment s'occuper de leur club. Quand tu vois un président comme Cayazo qui vit à Dubaï, mais qui entre-temps s'occupe des transferts, s'occupe de la gestion sportive sans consulter la cellule de recrutement. Quand tu vois un Roland Romeillet comment dire, qui à l'étrate donne toutes ces informations à un journaliste et ça fuite dans l'équipe. C'est le club de Saint-Etienne, c'est vraiment un vrai gruyère. Et en ce moment, vraiment, j'ai un peu de mal à me projeter dans l'avenir. Je sais, honnêtement, là, on est dans un flou total. Comme je parlais des comptes tout à l'heure, je ne sais pas comment l'ASSE va se sortir de ce bourbier dans lequel elle s'enfonce depuis maintenant beaucoup d'années, 5-6 ans facilement. Je vais rebondir. Donc, la situation à Saint-Etienne, tu l'as très bien résumé. Merci à toi. Est-ce que pour toi, ça peut être comparable avec Nantes en expliquant, donc Valdemar Kita, c'est président de Nantes. Nantes, c'est également 15 millions de dettes, à peu près comme Saint-Etienne à cause des agissements de Kita. Au niveau du classement, Nantes et Saint-Etienne sont quasiment voisins. Le jeu, c'est comparable. Beau match Beau- entre les deux équipes. Voilà, beau match hier soir. On n'a pas le plus grand jeu de football, le plus grand jeu de Ligue 1 entre ces deux équipes. C'est pareil.
moi, en tant que supporter nantais, je vois pas comment un club comme Nantes, avec Valdemar Kita à sa tête, peut s'en sortir. Est-ce que sur ce que tu connais sur Nantes, est-ce que pour toi, les deux anciens grands ennemis de la Ligue 1 dans les années 80-90, est-ce que pour toi maintenant leur situation est également comparable maintenant leur situation financière aussi? Ah bah déjà ouais pour le match d'hier, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'était à deux doigts de la sieste, hein, vraiment. Mais oui, oui, en vérité, c'est comparable, hein, comme tu l'as dit, la gestion financière des deux clubs. En fait, quand tu écoutes Romain Molina, en France, les clubs dont il parle souvent sur son échelle, c'est Saint-Étienne et l'échelle de Kita. Et vraiment, ces deux clubs qui ont une gestion, mais tous les deux catastrophique. On a pu le voir là, par exemple, avec à Nantes, avec la mise en, enfin en, Raymond Domenech qui est passé entraîneur. C'est clairement comparable et honnêtement, hein, je parlais de Saint-Etienne qui aura du mal à remonter la pente sur laquelle elle est. Mais alors Nantes, j'en parle pas aussi, ça va être compliqué. Une situation compliquée pour les deux clubs. Je vais rebondir avec toi, Enzo. On voit un commentaire, quelqu'un qui dit la Ligue 2 serait pas plus mal pour repartir. Bon, évidemment, on souhaite pas de la Ligue 2 à des clubs historiques comme sont Nantes et Saint-Etienne. Est-ce que malgré tout, ça pourrait pas faire un grand ménage pour toi pour des clubs comme Saint-Etienne? Est-ce qu'on peut pas espérer, entre guillemets, que des présidents comme Kayazo et Kita se disent, bon bah, maintenant que je suis au Ligue 2, mon club n'a plus la même valeur, ne rapporte pas autant d'argent. Est-ce qu'on peut pas espérer qu'un passage en Ligue 2 pourrait mener à une revente des deux clubs et donc peut-être, pourquoi pas, un renouveau? Déjà, je pense pas que Saint-Etienne, malgré la situation un peu catastrophique actuellement, va descendre. Bien plus pessimiste pour le FC Nantes, par contre. La Ligue 2, ça serait finalement un mal pour un bien. Ouais, oui et non. Est-ce que après Kita ferait baisser son ego pour se dire soit je vends le club, soit je vais adopter une politique sportive cohérente parce que je suis en Ligue 2, ça j'en suis pas spécialement sûr. Sachant que Nantes avait déjà fait un passage en Ligue 2 sous Déjà, Kita. c'est vrai, c'est Donc vrai. c'est moins d'espoir peut-être pour Nantes, ouais. Et l'année où, enfin la dernière fois j'en regardais avec Adrien, c'est l'année où Furlan est là, entre 2000, donc de la saison 2009-2010. Pour te parler de cohérence sportive, ça fait 4 entraîneurs dans la même saison. Donc autant dire que selon l'échelle Kita, donc c'est plutôt un beau ratio. Après, je voulais rebondir surtout sur ce que Maxime disait. Kayazo qui passe la plupart de son temps hors des frontières stéphanoises, ça me fait un peu penser à Jacques-Henri Hérault qui est pas spécialement sur Marseille la plupart du temps. Et Keita qui est souvent à Paris ou en Belgique. Avec Moji Payet. Et par contre, ça me fait penser du coup à cette déconnexion. On parlait d'héros qui ne comprenaient pas la ferveur marseillaise parce qu'il n'y était pas vraiment confronté. Kayazo, ça fait 15 ans qu'il est à Saint-Etienne. Je pense qu'il a quand même un peu compris la ferveur stéphanoise. Par contre, il a toujours pas compris comment gérer un club de foot et comment en rendre heureux ses supporters. Une comparaison qui est faite dans le chat. Je sais pas, peut-être que Pablo ou Théo, vous pourrez réagir. Je sais pas lequel des deux vous voulez réagir, mais quelqu'un compare Toulouse à ses clubs. On sait que Toulouse, l'année dernière, bon, Toulouse, c'est zéro, ça descend en Ligue 2. Ça veut pas descendre en Ligue 2, ça demande ça va jusqu'en justice pour pas descendre en Ligue 2, alors que ils sont largement derniers, on le rappelle, mais Toulouse a quand même réussi à se restructurer. Cette année, ça joue bien Toulouse, peut-être moins bien que certains clubs, les leaders de Ligue 2, mais ça fait partie quand même du top 5 de Ligue 2. On peut parler de jeu la cohérence Mais sportive jusqu'à présent. Ça se fixe sur les jeunes et on peut pas louer on peut que louer le travail qui est en train d'être réalisé au TFC. Théo ou Pablo, vous êtes d'accord sur ça? c'est ça. Toulouse est revenu au sommet, enfin au sommet, en tête de la Ligue 2 grâce à ces jeunes et à une politique de recrutement claire. Quand on regarde ce que Saint-Etienne a recruté, c'est des Yohan Cabaye mélangés à des jeunes à Ochiché par exemple, etc. Il y a pas vraiment de projet. On mélange des vieux qui sont en fin de contrat, qui cherchent un dernier petit chèque avant de partir à la retraite et de se réorienter, avec des jeunes qui veulent montrer leur carrière, etc. C'est très compliqué d'imaginer un projet clair. Et pour continuer dans la comparaison avec Toulouse, il y a des articles qui sont sortis quand ils louaient leur politique de recrutement sur le jeu, notamment Football Manager.
Ils vont chercher des jeunes que personne connaît dans des divisions de Belgique, etc. Et ça marche. Et c'est tout ce qu'on peut reprocher à Saint-Etienne, c'est le recrutement aujourd'hui. Parce que les jeunes, ils les ont. Je pense à Neyou, à plein d'autres jeunes. Et c'est un peu ça le problème de Saint-Etienne aujourd'hui. Maxime, peut-être sur les jeunes, toi qui es supporter de Saint-Étienne, comment se passe? Est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur la formation à Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a des petits cracks, je sais pas, qui toquent à la porte de la une? Est-ce que tu as l'espoir peut-être de faire comme Toulouse, de nouveau, enfin, recommencer une équipe avec des jeunes? Euh, Honnêtement, pendant de très longues années, ça a été très difficile au niveau de la formation à Saint-Étienne. On n'a pas eu de. Franchement, si on regarde les joueurs qui sont sortis, je te parle de ça, il y a cinq ans, il n'y a pas vraiment de jeunes qui t'a remarqué du centre de formation. Et là, il y a eu les exceptions, par exemple, de Saliba, hein, qui est parti à Arsenal et qui est en prêt à Nice. T'as eu Wesley Fofana. Donc, on va dire la génération Gambardella, elle a un peu mis en lumière un peu la formation stéphanoise. Et aujourd'hui, tu peux avoir un joueur comme Lucas Gourna, par exemple, qui a 17 ans et qui a montré des choses très très intéressantes. Notamment, il a fait sa première titularisation, si je ne me trompe pas, lors du premier derby au Parc OL et qui avait fait une super première mi-temps. Voilà, là, on a recruté Adil Aouchiche. Donc, même si sa saison, elle est en dents de scie, hein, il a du mal à avoir sa place. On le sent pas forcément bien acclimaté au système. Mais honnêtement, c'est un joueur il a vraiment du talent, on peut compter largement dessus sur les prochaines années. Théo qui parlait notamment d'Ivan Neyou qui a été recruté pour seulement 450 000 euros à la baie de Braga. Honnêtement, moi j'ai de l'espoir. Honnêtement, dans la formation stéphanoise, il nous sort des joueurs franchement qui montrent des choses plus qu'intéressantes. Alors, dans le chat, je sais pas si tu connais, quelqu'un nous demande comment ça se passe avec le jeune Victor Petit. Je sais pas si tu vois qui c'est ou pas. Alors honnêtement, non, je connais pas du tout. C'est un milieu de ce qu'on regarde, ouais, c'est un jeune de Saint-Étienne. Bon, bah, on nous demande si on va le voir chez les grands, on espère pour lui. Après, la formation stéphanoise, c'est pas la Le plus plus réputé, médiatisée, oui. déjà parce que, comme l'a dit Max, il y en a pas beaucoup qui sont sortis, à part dans les exceptions Saliba, Fofana. Et en plus, c'est assez peu médiatisé en termes de matchs. Ils sont assez peu télévisés. Enfin, même pas télévisés. Ils sont même sur Internet, c'est difficile de les trouver. Quand on compare à la formation Lyon, il y a encore, euh, il y a encore un sacré espace, quoi. Pablo, peut-être une réaction avant de clôturer, une réaction sur le sujet de la SSE. Je sais pas si Pablo, tu nous entends ou pas. Oui, Ouais, pardon, j'ai vas-y, un petit problème de son. pas de souci. Je trouve ça déjà dommage. Enfin, vraiment, c'est vraiment dommage pour la SSE on le sait tous, est un immense club de Ligue 1, un club historique et qui se doit de performer à hauteur de sa réputation tous les ans, même si on sait que bon, il y a clairement une période en dents de scie. J'ai le souvenir de 2 saisons plutôt bonnes avec Galtier en 2013-2014 notamment et avec Jean-Louis Gasset où c'était plutôt sympa à voir jouer. Mais enfin, quoique Galtier, c'est en dents de scie aussi. Mais bon, je trouve qu'il y avait au moins de la volonté, il y avait des bons résultats, etc. Donc, sur ce point de vue-là, ça allait, mais on peut pas sortir 2 saisons comme ça sur une quinzaine d'années depuis que Kayazo est là. Et quand on voit l'effectif aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais à part un Arnaud Nordin que moi j'aime bien, mais bon, qui est blessé, à part un Arnaud Nordin, un Adil Aouchiche, peut-être un Denis Bouanga, Madi Camara, mais c'est pas des joueurs. Moukoudi aussi qui a du potentiel, mais voilà, c'est clairement pas des joueurs qui sont titulaires à la Saint-Etienne, si on est sérieux. La Saint-Etienne, c'est un des 5 grands clubs historiques de France.
et on ne peut pas se permettre d'avoir un 11 comme c'est le cas actuellement. On parlait tout à l'heure est-ce qu'une descente en Ligue 2 ferait du bien soit à Saint-Étienne, soit à Nantes, en prenant l'exemple de Toulouse. Bah, l'exemple de Toulouse, justement, a montré que se reconstruire en Ligue 2 pouvait être un bon moyen. Un bon moyen de repartir de l'avant, un bon moyen de se restructurer, d'engager un nouveau coach. C'est Patrice Garande, si je ne dis pas de bêtises, à Toulouse. Et il y a des joueurs et un projet de jeu collectif qui permettent de se, oui, de poser tout à plat et de repartir de nouveau. Maxime, peut-être une dernière réaction pour clôturer le sujet de ton club, une réaction sur ces jeunes, sur si tu veux rajouter quelque chose sur la SSE. Pablo l'a dit un peu avec Christophe Galtier. Je vais revenir un peu sur Galtier. Parce que même si Galtier, on est d'accord que dans le jeu, c'était pas du tout flamboyant. Moi, j'avais apprécié la saison 2012-2013 où on va chercher la Coupe de la Ligue. Cette saison, on avait senti quand même un peu de jeu. C'est vrai que les saisons d'après, c'était vraiment pas fou, mais il y avait une régularité. C'est-à-dire, il y avait l'Europa League chaque année, bon, à part la dernière année, évidemment. Mais il y avait l'Europa League, tout ça. Et je trouve on avait une continuité, voilà, malgré le jeu en général, c'était toujours aller chercher au moins l'Europe. On a pu voir un peu ça avec Gasset, mais sinon, bah, ça joue le maintien. Descendre en Ligue 2, en vrai, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. On a l'exemple de Toulouse, mais j'ai peur que Saint-Étienne qui descende en Ligue 2, ça soit pas peut-être tuer le club ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai du mal encore à me projeter sur l'avenir, mais voilà. Merci beaucoup, Maxime, de ton intervention. Merci de nous avoir éclairci sur le sujet de la SSE. Je sais pas si tu veux rester, si tu voudras parler un peu sur le cas de Nantes, n'hésite pas. En tout cas, merci à toi. Ouais, il y a pas de souci, je vais rester. Pas de souci, comme ça tu pourras intervenir. Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup de ce que tu nous as dit sur la SSE. Je le disais, on va parler de Nantes maintenant. Nantes, qui est un petit peu, on a parlé de Kita. C'est un peu le troisième club en Ligue 1 avec Marseille et Saint-Etienne, totalement en crise. Je vais expliquer. On a Bordeaux qui est pas mal. On a Bordeaux qui est pas mal, mais On a quelques on, beaux clubs pour annoncer. on a Faut une que c'est ligue. championnat. On a une ligue qui est en crise un petit peu. On pourra faire un autre live pour en parler tellement le sujet peut être long. Pour résumer, donc Nantes, on en parlait à la tête, c'est Valdemar Kita. Valdemar Kita qui est arrivé depuis longtemps, depuis des années. La gestion a toujours été un petit peu considérée par les supporters de Nantes comme catastrophique. Si on peut comparer ça à Marseille, la communication avec les supporters n'est pas meilleure. Quand on voit par exemple un événement dont je me rappelle, c'est lorsque Zakarian quitte le club, donc pour la deuxième fois, lorsqu'il il est viré par Valdemar Kita. Il va donc faire ses adieux au capot de la tribune noire, donc capot de la Beaujoire, je veux dire, la tribune noire. Il va pour faire un discours, donc comme tout coach, comme toute un peu personnalité importante du club, il va un peu parler avec les supporters, leur dire adieu. Et Valdemar Kita va ordonner au speaker de monter le son de la musique. Et donc, ça symbolise un petit peu la bêtise qu'est ce club, c'est on va monter le son de la musique pour empêcher sans doute une révélation ou je ne sais quoi de la part d'un entraîneur. C'est peut-être ça aussi qui a constitué ces tensions. Il y a toujours eu des tensions. On a à l'image quelque chose qui illustre ces tensions, c'est ces banderoles. Le FC Nantes est à vendre ici sur les bords de la Loire. C'est donc des banderoles qui ont été affichées, il me semble 300 banderoles affichées un peu partout en ville il y a de ça quelques semaines. Il y a eu des manifestations devant la stade de la Beaujoire réclamant le départ de Kita. Kita qui dirige son club pour ceux qui savent. Donc c'est Valdemar Kita qui est à la tête du club. Franck Kita, son fils, qui est en dessous. Mais tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait dans le chat, malheureusement, la place de Kita n'est plus celle qui était il y a quelques années. Romain Molina aussi l'expliquait encore une fois dans ses vidéos. Il est très contesté maintenant à l'intérieur du club. Seul souci, peut-être pas une dictature, mais à l'intérieur de Nantes, quand on parle à Nantes, quand on n'est pas d'accord avec le coach, eh bien on part. Quand on n'est pas d'accord avec le président, pardon, et le président est au-dessus de tout le monde. Il y en a un qui est au-dessus très important, peut-être vous rebondirez dessus, je sais pas, c'est Moji Bayat, un grand, grand ami de Valdemar Kita, un Belge, donc qui est un peu le directeur sportif de Nantes, officiellement, il a dit qu'il n'avait aucun lien avec Valdemar Kita, qu'il avait aucun lien, aucun rapport avec le président. Malheureusement, quand on regarde un petit peu les dernières recrues de Nantes, ça vient de Belgique. Moji Bayat est belge. Quand on voit beaucoup de joueurs qui viennent de ce pays, on peut se poser des questions. C'est donc un club qui est complètement en crise, notamment avec les supporters les plus ultras, donc la Brigade Loire, qui est un peu le grand groupe de supporters pardon, à Nantes. Enzo, est-ce que tu vas rebondir sur cette situation à Nantes? Est-ce que
comparer Saint-Étienne, Marseille et Nantes, est-ce que c'est judicieux pour toi? Ouais. Bah, du coup, pour préparer le live, on avait un peu choisi ces trois clubs parce que chaque problématique était commune aux trois clubs. On a notamment parlé des trois présidents, enfin même des quatre, puisqu'il y en a deux à Saint-Étienne avec le duo Romeyer-Cayazo. À Marseille, on a Jacques-Henri Hérault dont on a longuement parlé, et là on a Valdemar Kita dont on a également beaucoup à dire. Les trois, on a dit qu'ils étaient déconnectés, ça soit du football ou de l'histoire de leur club, parce que franchement, si on nous dit l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes, c'est parmi les trois des cinq clubs Largement, historiques de Ligue 1. au palmarès, d'autant plus. Et que ça soit au palmarès, mais même en termes d'histoire. Le FC Nantes, c'est connu pourquoi? Pour le jeu à la nantaise. Et actuellement, on voit que, déjà, on voit que depuis Kita, il n'y a eu aucun fondement de ce jeu, avec d'abord une succession d'entraîneurs, donc une impossibilité de mettre en place un projet de jeu. Et actuellement, comme tu le dis, on a Raymond Domenech, donc c'est encore plus difficile de mettre un vrai projet de jeu, et notamment ce jeu à la nantaise, dont on le rappelle, Arribas, Suedo et Denouex, et là maintenant on met Domenech. Je trouve que c'est complètement déconnecté de l'histoire du club. On nous demande si on peut racheter le FC Nantes, non? Est-ce que Bah, pour la l'instant, causerie a déjà, pour ceux qui ont suivi, on a posé notre candidature pour diffuser la Ligue 1. on est en Malheureusement, pleine négociation avec Maxime Saada et malheureusement, Canal, donc pour ceux qui savent pas, plus sérieusement, Canal va avoir les droits de la Ligue 1, a repris les droits à Mediapro, va diffuser la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison pour assurer une diffusion continue. La Ligue 1 a une partie des matchs de Ligue 2, pas tous les matchs de Ligue 2, donc dès dimanche, notamment avec le classique entre Marseille et Paris. Théo, est-ce que tu voudrais rebondir sur cette situation à Nantes par rapport à ce qu'a dit Enzo? Oh, bah, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. C'est très compliqué d'imaginer une perspective sportive quand on voit la valse des entraîneurs qui se passe. Et pourtant, comme on a dit, c'est pas des entraîneurs incompétents. Il y a même eu Gourcuff et Vaïd. C'est pas Raymond Domenech. Si je peux me permettre, c'est quand même du haut niveau au-dessus un peu de Raymond Domenech. Et pourtant, on arrive toujours au même problème. Et il y a un point commun avec ces mêmes problèmes, c'est Keita. Pablo, une Je sais réaction pas comment. sur ce qu'a dit Théo? Ouais, globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'on dit, hein. Je pense que le plus gros problème de ce club, c'est la gestion qui en est faite, et notamment sportive. Quand on voit, oui, Théo l'a dit, la valse des entraîneurs, on peut même remonter un peu avant Vaïd et Gourcuff. On peut parler de Conceição, on peut parler de Ranieri qui arrive également. Il y a Miguel Cardozo, bon, ça c'est une autre histoire, mais le Nantes de Conceição, jusqu'à ce qu'il parte, c'était quand même quelque chose de plutôt sympa à regarder. On avait l'éclosion de Lucas Lima et Diego Carlos notamment qui étaient vraiment les deux piliers, un à gauche et un en défense centrale de la défense de Nantes. Et ça permettait de tirer vers le haut, en tout cas, cette équipe qui a tout de même fait une belle saison sous Conceição. Après, voilà, si tu engages Ranieri, tu n'engages pas Ranieri. Bon, Conceição non plus, mais bon, il est parti à Porto, donc on va pas en tenir rigueur. Mais Ranieri, quand tu l'engages pas pour faire une saison. Tu l'engages pour mettre réellement quelque chose en place qui va durer plusieurs années. Tu es là pour qu'il s'inscrive dans le long terme dans ton club, donc qu'ils choisissent les joueurs qui vont avec, et tout ça. Là où je pense qu'il y a aussi quelque chose, et Thomas le mentionnait dans le chat, c'est l'effectif de Nantes qui est clairement pas au niveau du niveau de la réputation qu'a le FC Nantes. Enfin, tu vois, à part un Ludovic Blas, franchement, qui mériterait sûrement mieux que d'être ici. Il n'y a aucun joueur dont on se dit réellement il a sa place dans une équipe, allez, des 7 meilleures équipes françaises. Aucun. Et c'est plus que regrettable quand on est le FC Nantes. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas nous parlait de l'effectif de Nantes. Est-ce vous rebondirez sur ça? Mais je pense que vous serez d'accord, on s'est habitué quand on regardait les matchs de Nantes avant, peut-être pas maintenant, mais notamment quand on regarde les matchs lors de la grande époque de Nantes, le jeu à la nantaise notamment, on s'habitue à un jeu à la nantaise
c'était un peu sensationnel. C'était l'époque du Grand Barça, pas comparer ça, mais c'était Non, mais c'était c'était la même idée, propre, la même ouais, idée. ouais. Et maintenant, on a un jeu où quand on regarde l'effectif de Nantes, on a Abdoulaye Touré qui est formé à Nantes. On a 2-3 joueurs dans l'équipe pro. On avait fait un article là-dessus. Abdoulaye Dabo qui part à la Juve, quand même, la Juve chez les jeunes, la U23, mais un club comme ça, comme Nantes, formé sur la réputation des jeunes. Peut-être qu'aujourd'hui, on le trouve mauvais dans le jeu, et c'est le cas de le dire, on ne peut pas le contester. On s'est sûrement aussi habitué à un niveau qui ne pourra sûrement jamais être atteint, tellement Nantes était bon. Mais aussi, c'est une politique de la part de Kita de ne plus former de jeunes, ou en tout cas de les former, et derrière se faire du bénéfice. On en revient au profit de faire. On est ici pour être une entreprise, pour faire du bénéfice. C'est ça, c'est la pratique de l'entreprise. On prend les supporters pour des consommateurs et on prend les joueurs pour des produits. Maxime, peut-être une Oui, c'est réaction sur ce qu'on dit? globalement. Ouais, bah franchement, vous avez bien synthétisé le contexte nantais. Moi, on a tous eu du mal à voir comment un mec comme avec autant de temps à la cave peut s'asseoir sur un banc de Ligue 1 et d'un club comme Nantes, tu vois, un club phare de Ligue 1. Moi, j'ai très peur pour Nantes, pour ce qu'il va faire. Par exemple, pour parler de Blas tout à l'heure, qui est un très très bon, enfin un très bon joueur, comme moi j'apprécie beaucoup. J'ai peur de ce que Domenech peut en faire, tu vois. Là, on a vu sur ça fait 6 matchs qu'il est là, Domenech, si je me trompe pas. Il a dû être titularisé 2-3 fois, Blas. Et là, tu regardes le match face à Saint-Etienne, tu vois, c'était pour moi le seul qui performait, qui était au-dessus des autres, tu vois. Qui peut faire ces petites étincelles ou qui peut te faire du jeu, quoi, à Nantes. Et malheureusement, avec ce choix d'entraîneur, je vois pas l'avenir de ce que veut faire Kita, ou je vois pas où Nantes veut partir, dans quelle direction. Après, est-ce que Kita a une réelle réflexion? Je ne pense pas en tant que supporter. Je dirais plutôt que Nantes, maintenant, enfin, Kita a une vision plutôt du présent. Maintenant, c'est la vision de l'entreprise, c'est on va faire du bénéfice. On parlait des jeunes qui partent. Louza, jeune formé à Nantes aussi, pressenti sur le départ parce que c'est un des meilleurs Nantais avec Blas. Aujourd'hui, Nantes, c'est surtout, bah voilà, on va vendre, on va faire du bénéfice, puis on va essayer de racheter des joueurs. Malheureusement, bah, pas aussi fort, c'est pas la politique de Lille qu'on connaît. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose sur le sujet de Nantes. Je voulais, ouais. Vas-y, Pablo. Moi, je voulais dire, ouais, bah, Kita, lui, c'est la politique, comme à Saint-Etienne et comme dans énormément de clubs en France, c'est la politique du training de joueurs. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire rentrer des sous, parce son club, il est à l'agonie financièrement, et lui, il veut juste vendre les joueurs qui lui rapportent un peu. Donc, voilà. Dans le chat, on nous parle de Kita qui fait du coup de buzz médiatique. Est-ce que pour toi, Enzo, on parlait tout à l'heure de Marseille avec Hérault, qui est dans un problème de communication, et notamment qui va beaucoup dans les médias, tu le disais toi-même. Est-ce qu'on peut comparer Hérault et Kita dans la communication un peu qu'ils font avec leur club, avec leurs supporters? Bah, nous, du coup, l'exemple, c'est Thomas qui nous le donne avec le choix des coachs, que ce soit Conceição, que ce soit Ranieri, et du coup, dernièrement, Vaïd et Gourcuff, qui sont donc des noms connus, reconnus. Dernièrement, donc le dernier en date, c'est Domenech, qui est également connu, un peu moins reconnu. Mais en fait, que ça soit bon ou mauvais, Kita ne choisit pas sur ça. Comme il dit Thomas, c'est vraiment sur Ses amis, quelle, quoi. non, c'est sur quelle lumière va-t-il apporter sur le club. Ranieri, on connaît tous Ranieri, on sait tous les exploits, enfin même tout ce qu'il a réussi à faire à l'étranger. Ça, très bon choix. Et comme dit Pablo, par contre, ça doit pas être sur du court terme. Tu dois lui donner un projet, tu dois lui laisser entre 2 et 4 ans pour mettre en place son projet, pour incorporer des jeunes, pour faire monter le club palier par palier. Là, Domenech, c'est le dernier coup de buzz parce que tu te dis, là, Domenech, 10 ans qu'il n'a pas entraîné. 10 ans qu'il n'a pas entraîné, là, il vient poser. Et 10 ans qu'il n'a pas gagné maintenant. On regardait la stat, ça fait 10 ans qu'il a plus gagné un match. Et 4 buts en 10 ans. Donc, Ouais. après, 4 buts en 10 matchs surtout, mais
4 buts en 10 ans Ouais, comme coach de l'équipe de France et du Nantes. coup, c'est encore clubeux, ça apporte une nouvelle fois la lumière sur Nantes. Malheureusement, c'est pas pour ses coups sportifs, parce qu'on rappelle que Nantes est au bas-fond du classement. On parlait du coup tout à l'heure de Saint-Étienne et de Nantes qui allaient peut-être être relégués. Toi, en tant que supporter, est-ce que tu vois vraiment Nantes dans les deux derniers ou alors dans la place de barragiste? C'est compliqué, il y a beaucoup de clubs qui peuvent se prétendre ce magnifique poste qui est barragiste. On anime, pour moi, si je devais faire un petit prono, on anime qui va clairement descendre, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats, on n'a pas ça. Après, pour moi, Nantes et Dijon vont peut-être se départager, ça va se jouer à rien, notamment il me semble qu'il y a un Dijon-Nantes qui joue dernière, ouais, 37e journée, un Nantes-Dijon, un Dijon-Nantes qui va jouer, je pense que ça va déterminer un peu le classement parce que malheureusement aujourd'hui on compare Nantes et Dijon, ça fait un peu mal avec tout le respect que j'ai pour Dijon et ses supporters, mais comparer Nantes et Dijon ça fait un peu mal. Alors en tant que supporter nantais, j'aimerais qu'on joue le maintien, qu'on se maintienne à 17e, parce qu'on fera pas mieux que 17e pour moi. Malheureusement, pour moi, si je devais donner un truc, ça va être 19e ou 18e, mais 18e on passera pas parce que on pourra refaire un live spécial Ligue 2 tellement on a de choses à dire, mais aujourd'hui les 5 gros clubs de Ligue 2, bah, sur les 5 pour moi il y en a pas un qui perd contre Nantes tellement que ce soit dans le jeu, même si l'effectif en Ligue 2 n'est pas forcément bon dans ces clubs, on pourra en reparler une autre fois, mais pour moi Nantes ne peut pas se maintenir, que ce soit en barrage parce que la Ligue 2 est trop forte, même pour Nantes aujourd'hui, pas tous les clubs de Ligue 2, hein, mais le top 5 aujourd'hui qui s'est dessiné en Ligue 2 ne permet pas à Nantes de rebondir. Je sais pas si un des gars veut réagir à la fin avant de finir ce live sur cette situation de Nantes et pourquoi pas votre prono aussi sur la descente ou pas de Nantes en Ligue 2. Moi, je pense qu'ils vont descendre en Ligue 2, mais qu'ils joueront pas les bras. Ils vont finir 19e, je pense. Et j'aimerais aussi élargir le problème, du coup, quand on parlait de la formation des joueurs, etc., qu'on va vite le vendre. C'est un problème aussi qu'on voit de partout en France, à part dans le seul club en France qui est un peu ambitieux, on va dire, c'est le Paris Saint-Germain. Et tous les autres clubs cherchent à vendre directement leurs joueurs après une bonne saison au lieu d'établir une vraie bonne politique. Pourtant, quand on va en Europe, ça se fait vraiment, même au niveau de la formation. On va à l'Ajax. L'Ajax, quand les joueurs sont en équipe 1, ils savent tous qu'ils partiront plus tard. Mais pourtant, c'est quasiment que des joueurs formés à l'Ajax qui ont ce- cette philosophie de jeu ancrée en eux, etc. Et c'est ce qu'on n'a pas du tout en France et ce qui est vraiment problématique pour le spectacle et pour les spectateurs. Avant de te donner la parole, Pablo, sur toi aussi ton prono et peut-être ton avis sur Nantes, mais ton prono sur cette fin de saison de Ligue 1, même s'il reste du temps. N'hésitez pas vous aussi à faire vos pronos un peu sur cette fin de saison. Pour vous, les 3-4 derniers, qui seront-ils? À quelle place vont finir? Thomas nous dit que Nantes, pour lui, ouais, ça finit 18 ou 19e. Dommage, un peu déçu, mais bon, il faut être réaliste et je pense qu'on est assez d'accord. Pablo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu prévois pour cette fin de saison pour les Nantais? Ouais, bah, je pense que oui, Nîmes est sûrement condamné, hein. On voit peu de choses qui tendent à s'améliorer. Je pense que Dijon peut peut-être réussir à accrocher une place de barragiste. Lorient, pour moi, est au-dessus du lot entre Nantes et Dijon, puisqu'ils ont un meilleur effectif et un projet qui est plus stable, on va dire. Donc oui, je pense que ce sera Nantes, peut-être Dijon 18 et Nîmes en dernier. Mais surtout, là où je pense que l'émission de ce soir est la plus intéressante, c'est de généraliser les trois constats et on peut même aller jusqu'à Bordeaux. Thomas dans le chat le sait. On peut généraliser tous ces cas en parlant plutôt d'une crise forte dans le foot français actuellement, qui est certainement pas aidée par le Covid, mais qui est là depuis bien plus longtemps, qui est palpable depuis bien plus longtemps, que ça soit dans la formation, mais ça fait des années que nos meilleurs joueurs font une année et partent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut sûrement se réjouir tous du fait que Kamavinga n'est pas succombé, on va dire, à un transfert dès le moment où il a explosé, et donc qui peut continuer à s'épanouir un peu plus à Rennes, même si c'est compliqué. Rennes, c'est sûrement pas le meilleur endroit pour lui, mais je pense que c'est bien de le voir continuer à jouer en France. Donc il y a une fuite des talents claire et il y a surtout, je pense, une gestion qui est catastrophique dans la plupart des clubs de Ligue 1. Honnêtement, aujourd'hui, à part peut-être Brest, Reims, Lens,
Lille et Lyon on va dire avec des caractéristiques différentes. Peu d'autres clubs sont réellement bien gérés par leur direction, et ça me pose un réel problème pour le foot français, que ce soit d'un point de vue sportif, de l'ambition qui est sportive, des moyens qui sont mis, et de l'effectif et du projet derrière. Mais ça, je pense que c'est vraiment un réel problème dans le foot français. Et j'espère que cette crise va permettre de se remettre en question d'une manière globale pour éviter que ça revienne par la suite. Avant de clôturer et de donner la parole à Maxime, je rebondis quelqu'un qui demande est-ce que Domenech va sauter si Nantes descend. Quelqu'un a répondu Domenech a effectivement signé pour 6 mois donc à Nantes. Donc dans 6 mois, si tout se passe bien, on va le dire comme ça, Domenech n'est plus là. Malheureusement, avec Kita, on ne sait jamais. Si Nantes se maintient, est-ce que Kita va pas le prolonger? Après, on peut peser un pour et le contre. C'est que la mode à Nantes, c'est un entraîneur, ça dure maximum 1 an maintenant. Donc, dans tous les cas, Domenech, on peut pas lui donner plus d'1 an, à mon avis. Après, voilà, c'est Nantes, c'est la Ligue des amis. On fait venir ses amis. Donc, Domenech Kita fait venir Domenech, pardon, et peut-être le maintiendra tant que le club se maintient en Ligue 1. Maxime, je vais te laisser rebondir peut-être. Est-ce que tu as quelque chose à conclure sur Nantes avant qu'on finisse ce live? Bon, ouais, je vais faire peut-être mon classement de la descente. Ouais, je dirais ouais, Nîmes en dernier. Par ce qu'on a vu, tout ça, je pense que c'est impossible de remonter la pente. Après, moi, Nantes, les barrages. Comme je rejoins Pablo dans ce qu'il a dit, je vois Lorient plus fort que Dijon ou Nantes. Déjà, déjà, il y a Christophe Pellissier, que c'est un coach que j'apprécie avec des idées de jeu, tout ça. Puis il y a deux, trois bons joueurs à Lorient que Nantes n'a pas, je pense. Enzo, toi, ton classement pour finir ce live, c'est ton classement de pronostics sur cette fin de saison de Ligue Ouais, 1. bah, du coup, Lorient semble supérieur avec donc il a nommé Christophe Pellissier. On peut parler de certains joueurs assez talentueux comme Lefebvre ou Boigard. Ce que Nantes n'a pas, ce que Dijon n'a pas, même si Chouillard semble un peu revenir sur ses dernières prestations. Ce que Nîmes n'a pas, et Nîmes semble vraiment être à part, être vraiment dans son championnat, entre la 20e et la 20e place, quoi. Euh, ouais, je pense que Nantes sera relégable en tant que barragiste Mhm. et Dijon 19e. Et du coup, comme tu dis, est-ce que Nantes ça gagne face à un des 5 dont on rappelle On nous parlait de Toulouse tout à l'heure. donc ouais, 3, Toulouse, Clermont. Grenoble, Auxerre et Clermont. À mon avis, ça gagne pas beaucoup, même si la Ligue 2 est très défavorisée en termes de montée. On le rappelle avec une sorte de petit play-off entre le 3e, le 4e et le 5e pour affronter après 2 matchs sur un aller-retour le 18e de Ligue 1. C'est pas pour les favoriser. Est-ce que malgré ça, Nantes arrivera à battre, je sais pas si ça tombe face à Grenoble, les trois qui seraient en barrage actuellement, ça serait Auxerre, Grenoble et Clermont. Pour moi, Clermont finirait 3e. Et pour moi, Clermont actuellement, ça bat à plat de couture Nantes. Bah, on espère en tout cas pour les Nantais qui pourront se maintenir, on espère pour les Clermontois qui pourront monter. La fin de saison nous le dira. Peut-être qu'on fera un live à la fin sur cette fin de saison, notamment du côté de Nantes et Saint-Etienne. Marseille, normalement, ça va se maintenir largement, hein. On le sait, mais Nantes et Saint-Etienne, c'est plus sûr, Saint-Etienne. Ça se maintient. Merci les gars d'être passés. Merci à Maxime d'être venu intervenir, d'avoir intervenu pardon, sur Saint-Etienne. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour d'autres lives. Merci pour l'invitation. Voilà, merci Pablo, merci Théo. Enzo, peut-être le mot de la fin Bah, merci à vous. sur la causerie. Bah, du coup, ouais, j'en profite d'être avec Théo parce que c'est également le cofondateur de la causerie avec moi. Ça fait plus d'1 an qu'on a créé le site. Je pense qu'on n'imaginait pas faire des lives avec une dizaine de personnes qui, toute la soirée, nous parlent de Domenech et de Villas-Boas et de Hérault, de Kita, de Cayazo. Surtout parler de Domenech. Du coup, je suis hyper content du travail
qu'on a accompli. Là, on fait un petit live, on se régale, on parle foot. Nous, on adore ça. De toute façon, on avait créé la causerie dans cette optique. Moi, je suis ravi de pouvoir en parler ce soir avec Maxime, avec Pablo, avec toi, Oscar, et donc avec Théo, dont on parle foot depuis le collège. Voilà, est-ce que tu sais le prochain article qui est prévu sur la causerie? Euh, je- que je consulte. Ah oui, si. Euh, Demain, Edu qui nous sort un dossier sur les rapports entre le football et le cinéma. Donc, un article de fond qui fait suite à l'article d'Artus de début de semaine Très intéressant, n'hésitez sur pas à aller lire. le football mexicain vu par une série Netflix, Club de Cuervos, que je vous invite à voir et dont on vous invite à lire l'article. Et sur la causerie prochainement, donc toujours le même type d'article sur des équipes qui nous font plaisir, que ce soit actuellement ou des équipes passées, comme donc le FC Nantes des grandes années et plus celui de 2021. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci encore une fois les gars d'être venus. Merci à vous d'être restés aussi longtemps. Je vois qu'on est 12 sur la fin, c'est énorme pour nous, pour un live. Merci à Nathan qui s'abonne, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu en haut, on a réussi par miracle à ajouter un petit widget, je sais même pas comment ça s'appelle, pour annoncer qu'on a des abonnements. Voilà. Cette fois-ci, j'espère que le son était au top. Hichem nous dit que oui, le son était meilleur, la qualité de vidéo devrait être meilleure normalement au rendu. Vous voyez en bas nos réseaux, n'hésitez pas à aller nous suivre, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Instagram. Donc il y aura le replay pour ceux qui n'ont pas pu voir tout le live. Si vous avez envie de voir 1h15 de football, bah, ce sera dispo sur YouTube. On vous mettra, si on y arrive, si nos capacités en informatique le permettent, des petits passages du live. On est sûr de rien. On essaiera ça demain. De toute façon, on a que ça à faire demain, donc on va essayer. Petite journée demain. Petite journée demain. Voilà, merci encore une fois les gars d'être passés. Merci à vous. tous ceux qui sont sur live. On a parlé un peu des équipes dans les bas-fonds de la Ligue 1. Et je vous invite à rester connectés sur nos réseaux car on va peut-être parler et de la course au titre en Ligue 1, notamment avec d'autres personnes. Et ça devrait arriver bientôt. Voilà, bah, c'est teasé. Il n'y a pas que du négatif dans le football français. On a fait quelques séries d'articles sur les entraîneurs à suivre, entre guillemets. Il n'y a pas que du négatif. En termes de dirigeants, il n'y a pas beaucoup de positifs, mais on pourrait parler de Jean-Michel Aulas qui tient toujours la barque à l'OL. On pourrait parler de Lille dont on a parlé avec une politique sportive hyper cohérente. Le football français a encore de beaux jours devant lui, j'espère, avec des jeunes toujours plus intéressants, la Ligue des talents, en espérant que les dirigeants se mettent au niveau de certains entraîneurs et de certains joueurs. Pour finir, il y a Gaël qui nous dit, dans le chat, il nous parle de l'Union. En effet, il y a Gaël qui n'est pas encore arrivé officiellement à la causerie, qui nous prépare un magnifique article sur l'Union de Berlin. On vous invite à aller voir leur match. Il s'ajoute très bien à Berlin. En tout cas, si vous n'allez pas voir, Gaël vous résumera tout ça, le jeu de l'Union de Berlin. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus, 1h16 de live. Voilà. On espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas encore une fois à aller nous suivre sur les réseaux. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours, que ce soit en DM sur Twitter ou sur Instagram, sur les défauts du live, les qualités, histoire qu'on s'améliore pour le prochain live. On ne sait pas encore quand on pourra le refaire, malheureusement. On dira ce que nous dira Jean-Michel Blanquer et toute sa clique et tout Macron dans les prochaines semaines, selon le confinement, selon si nous, on pourra revenir notamment à Vichy pour s'organiser tout ça. Voilà. Juste pour Vas-y, terminer, le mot de la donc, fin. le mot de la fin, donc la causerie, on est encore très loin de leur niveau. Donc c'est le Caviar Magazine qui vient de sortir son sixième magazine. Donc là dernièrement, On va je vous le montrer, présente ici. il est là, le Donc magazine de caviar. donc vraiment la causerie, donc on est encore à des années-lumière, mais je vous conseille vivement de suivre tout ce qui est Caviar Magazine, les cahiers du football, SoFoot. C'est vraiment des médias qui tendent à augmenter. Là, on a Coparena en termes de podcasts et d'articles numériques. Le football français va bien de ce niveau du numérique et des nouveaux médias. Et j'espère que la causerie va pouvoir suivre cette voie, hein. C'est tout ce que je nous souhaite. On espère, on réagit, on demande de changer la tapisserie. Effectivement, Voilà, on n'a pas le meilleur studio. On a essayé de faire un petit décor. Je sais pas si on voit au fond, il y a un petit tableau qui est juste là. C'est des différents maillots de football, voilà, des grandes équipes du football mondial.
La prochaine fois, peut-être qu'on aura un studio, on sait On pas. aura peut-être un studio. On vous promet pas, on vous promet rien du tout. Déjà, on a eu le son, on a eu le Ah, mais le son, son, c'est déjà bien. de le son et la vidéo aujourd'hui. Voilà, vous êtes encore 11 pour cette fin de live. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, merci. On va conclure. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous suivre un peu partout sur les réseaux et on se retrouve donc dès demain pour un nouvel article sur la causerie. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.